8 novembre 1942, plage de Sidi Ferrouche, Algérie. Les premières unités d'infanterie américaines débarquèrent en Afrique du Nord, transportant une arme qui révolutionnerait la guerre, bien que la plupart d'entre elles ne sachent pas comment l'utiliser. Parmi les caisses d'équipements marquées « secret » se trouvaient 5000 lance-roquettes M1, bientôt connues sous le nom de bazooka. En moins de 18 mois, ce simple tube coûtant $25 à produire forcerait la réorganisation complète de la tactique blindée allemande et inspirerait des tentatives désespérées de copier l'innovation américaine. Les mathématiques de la guerre blindée étaient sur le point d'être réécrites, non pas par des canons anti-chars massifs ou une ingénierie complexe, mais par un tube d'acier que n'importe quel simple soldat d'infanterie pouvait utiliser après un entraînement minimal. Le bazooka transformerait les soldats américains de victimes des chars en chasseurs de chars, donnant à chaque escouade le pouvoir de détruire les armes les plus redoutables de la Wehrmacht. La transformation commença au Aberdeen Proving Ground, Maryland, le 6 mai 1942. Le colonel Leslie Skinner et le lieutenant Edward Hull arrivèrent pour une démonstration de diverses armes anti-chars. Leur lanceur fut littéralement assemblé le matin même à partir de matériaux trouvés sur place. Comme documenté dans l'histoire officielle d'Aberdeen, Hull avait découvert un tube d'acier dans un tas de ferraille qui se trouvait avoir le bon diamètre. Les mires étaient fabriquées à partir d'un cintre métallique plié avec des pinces. L'artillerie de l'armée avait programmé des tests de mortiers à cheville de conception britannique, des dispositifs complexes pesant plus de 45 kg qui nécessitaient des équipages entraînés. Les généraux assemblés, incluant le major général Gladion Barnes, chef de la recherche et de l'ingénierie, prêtèrent initialement peu d'attention au simple tube d'Hull. La démonstration s'avéra décisive. 5 mortiers à chevilles différents tirèrent sur un char M3 Stuart en mouvement à 137 mètres. Aucun ne toucha la cible. Les équipages luttèrent avec des systèmes de visée complexes et les armes lourdes étaient difficiles à pivoter rapidement. Puis Hull s'avança. Selon son propre compte-rendu conservé dans les archives de l'artillerie de l'armée, je portais un masque de soudeur pour ce premier tir, pensant qu'il pourrait y avoir un souffle arrière dangereux. Il n'y en eut pas. J'ai mis le tube sur mon épaule, aligné ses mires faites de cintre et pressé la détente. La roquette s'élança et frappa directement le côté du char. Puis j'ai rechargé en 5 secondes et l'ai touché à nouveau. Le général Barnes examina l'arme et s'exclama apparemment « On dirait le bazooka de Bob Burns », en référence à l'instrument de musique artisanale du comédien de radio. En quelques minutes, Barnes commanda 5000 unités pour une production immédiate. Les usines de General Electric commencèrent la fabrication en quelques semaines. En octobre 1942, General Electric et d'autres sous-traitants produisaient 5000 bazookas par mois. La vitesse était sans précédent, du prototype improvisé à la production de masse en 5 mois. Chaque lance-roquette M1 nécessitait juste 9 kg d'acier, une soudure basique et des composants électriques simples coûtant $25 au total. Les roquettes M6 coûtaient $8 chacune à produire. Les spécifications de l'arme étaient remarquablement simples. Un tube d'acier sans soudure de 137 cm de long, 60 mm de diamètre, pesant 6 kg. 2 piles sèches dans la crosse fournissaient l'allumage électrique. La roquette était insérée par l'arrière. Un fil se connectait et, une fois tirée, elle pouvait pénétrer 76 à 102 mm de blindage à 275 mètres. Le capitaine Franklin Johnson, officier instructeur à Fort Benning, documenta dans son rapport officiel « Nous pouvions former un homme à utiliser le bazooka efficacement en un après-midi. Le même soldat aurait besoin de semaines pour maîtriser un canon anti-char de 37 mm. Plus important encore, 2 hommes avec un bazooka pouvaient aller partout où l'infanterie pouvait aller. » L'opération Torche, l'invasion alliée de l'Afrique du Nord, commença le 8 novembre 1942. Parmi les 107 000 troupes américaines et britanniques se trouvaient des unités de la 1re division d'infanterie, de la 1re division blindée et du 509 Parachute Infantry Regiment
équipés des premiers bazookas à voir le combat. Les débuts furent presque catastrophiques. Comme l'ont documenté les historiens Michael et Gladys Green, le général Eisenhower découvrit la veille de l'invasion que les troupes n'avaient reçu aucune formation sur la nouvelle arme. Les bazookas étaient arrivés dans des caisses scellées, marquées « secret », avec l'ordre de ne pas les ouvrir avant le début de l'opération. Aucun matériel de formation n'était inclus. Selon le rapport après action de la première division d'infanterie, les soldats durent comprendre le fonctionnement de l'arme sous le feu. De nombreuses premières roquettes M6, endommagées par l'humidité pendant la traversée maritime, ne tirèrent pas ou explosèrent prématurément. Le 509e Parachute Infantry Regiment rapporta que sur leurs 20 premières roquettes tirées au combat, seulement 7 fonctionnèrent correctement. Malgré ces problèmes, certaines unités rencontrèrent le succès. Le journal de combat de la première division blindée pour le 10 novembre 1942 enregistre « Équipe anti-char a détruit 2 chars français de Vichy-Renault avec une nouvelle arme roquette près de Port-Lyautey. Arme efficace quand elle fonctionne correctement. La capture de bazookas américains par les Allemands se produisit pendant la bataille du col de Kasserine du 14 au 24 février 1943, lorsque des éléments des 10e et 21e divisions Panzer de l'Africa Corps submergèrent les positions américaines à Sidi Bouzid. Ils capturèrent des quantités substantielles d'équipements du second corps US en retraite. Selon les archives militaires allemandes, 5 bazookas M1 intacts et environ 20 roquettes M6 furent immédiatement envoyées à Berlin pour analyse. Le centre d'essai d'armes de la Wehrmacht à Kummersdorf reçut les armes le 28 février 1943. Les rapports techniques allemands de mars 1943, maintenant conservés aux archives fédérales, révèlent leur évaluation. Le lance-roquettes américain représente une solution simple à la capacité anti-char de l'infanterie. Poids 6 kg, exigence de production minimale, efficacité, pénètre 80 mm de blindage à 100 mètres. Cette arme peut être produite en masse en utilisant des installations industrielles de base. Les Allemands commencèrent immédiatement à développer leur propre version, augmentant le diamètre de la tête militaire de 60 mm à 88 mm. En septembre 1943, le Raketenpanzerbüchse 43 Panzerschreck entra en production. Les registres de production allemands montrent qu'ils fabriquèrent 289 150 et 1 Panzerschrecks pendant la guerre. Impressionnant, mais encore loin de la production américaine. L'opération Husky, l'invasion de la Sicile, commençant le 10 juillet 1943, marqua la maturation du bazooka en tant que système d'armes. Les forces américaines déployaient maintenant le modèle M1A, un amélioré avec de meilleurs contacts électriques, et la roquette M6A, un plus fiable. Le succès le plus notable du bazooka en Sicile se produisit près de Biscari en juillet 1943. Selon les rapports d'observateurs de l'artillerie de l'US Army, une équipe de bazooka M1A1 de la 82e division parachutiste réalisa un coup extraordinaire sur un char Tiger E, pénétrant à travers la fente de vision du conducteur, l'un des rares points vulnérables du véhicule. Bien que cela représentait un tir de précision exceptionnel plutôt qu'une performance typique, cela démontra le potentiel de l'arme. Le journal de guerre de la division Panzer Hermann Göring pour le 11 juillet 1943 nota « L'infanterie ennemie équipée d'armes roquettes capable de détruire des blindés à 100 à 150 mètres. Les commandants de chars doivent exercer une prudence accrue dans les zones urbaines. » Le colonel James Gavin, commandant le 505e Parachute Infantry Regiment, rapporta « Le bazooka a donné à l'infanterie américaine confiance contre les blindés ennemis. En Sicile, nous avons détruit 17 chars allemands avec des bazookas. L'effet psychologique dépasse même la destruction physique. Pendant la campagne d'Italie commençant en septembre 1943, le bazooka évolua d'une arme anti-char à une solution universelle. Le terrain montagneux et les villes médiévales fournirent des conditions idéales pour l'emploi du bazooka.
La bataille d'Ortona en décembre 1943 démontra la versatilité de l'arme. Selon les archives militaires canadiennes, les équipes de bazooka développèrent des tactiques de percement de souris, soufflant des passages à travers les bâtiments plutôt que d'utiliser les rues dangereuses. Le journal de guerre de la 1re division d'infanterie canadienne enregistra « Les lance-roquettes américains se sont avérés inestimables dans les combats de rue, utilisés contre des maisons fortifiées avec un bon effet. » En janvier 1944, la production américaine avait atteint 20 000 bazookas par mois. Le modèle M9 avait été introduit, comportant une conception démontable pour les troupes aéroportées et un allumage magnéto qui éliminait les piles. La roquette M6A3, avec son nez émoussé, empêchait la déviation sur un blindage incliné. Les rapports de la 5e armée de la campagne d'Italie documentèrent que chaque bataillon d'infanterie possédait maintenant 24 à 36 bazookas. L'arme était devenue un équipement standard aussi commune que les mitrailleuses. La prolifération des bazookas força des changements fondamentaux dans la doctrine blindée allemande. La directive d'entraînement de la Wehrmacht 43/18, émise en décembre 1943, stipulait « Les chars n'opéreront pas dans les zones urbaines sans soutien d'infanterie. Tous les bâtiments doivent être nettoyés avant que les blindés n'avancent. » Distance minimale de 100 mètres des structures non nettoyées. Les jupes latérales Schürzen doivent être maintenues sur tous les véhicules. Les équipages de chars allemands commencèrent à souder des maillons de chenilles supplémentaires, des sacs de sable et du béton à leurs véhicules pour une protection additionnelle. La pâte antimagnétique Zimmerit appliquée de décembre 1943 à octobre 1944 était partiellement une réponse aux menaces des charges creuses. Un document capturé de la 2e division Panzer SS, daté de mars 1944, déclarait « Les lance-roquettes américains présents dans chaque unité d'infanterie. Les tactiques de vitesse et de choc ne sont plus viables. Une avance méthodique avec écran d'infanterie requise. Au jour J, le 6 juin 1944, le bazooka était devenu intégral à l'organisation de l'infanterie américaine. Parmi les 156 000 troupes alliées débarquant en Normandie se trouvaient des milliers d'équipes de bazooka équipées du dernier modèle M9A, un comportant une mire optique. Le bocage normand, des haies denses créant des positions défensives naturelles, s'avéra idéal pour l'emploi du bazooka. Les registres de la première armée montrent que dans les 6 semaines suivant le jour J, les bazookas comptabilisèrent 12% des pertes de véhicules blindés allemands dans le secteur américain. Le rapport après-action de la 29e division d'infanterie pour juin-juillet 1944 nota « Les équipes de bazookas opérant dans le pays de bocage ont atteint des taux de succès élevés contre les blindés ennemis. Les chars allemands de plus en plus réticents à avancer sans reconnaissance d'infanterie extensive. Les registres de production allemands révèlent la réalité industrielle derrière leur réponse aux bazookas. Le Panzerschreck, bien que techniquement supérieur avec sa tête militaire de 88 mm capable de pénétrer 160 mm de blindage contre 100 mm pour le bazooka, était plus complexe à fabriquer. Comparaison de production des archives allemandes et américaines, Panzerschreck, 18 heures hommes à produire, coût 150 Reichsmarks. Bazooka M9, 4 heures hommes à produire, coût $25. En août 1944, l'Amérique avait produit plus de 400 000 bazookas. L'Allemagne parvint à produire 289 150 et un Panzerschrecks pendant toute la guerre. Les Américains surpassaient les copies allemandes par près de 2 pour un tout, en produisant simultanément des armes plus simples et plus portables. L'offensive allemande dans les Ardennes en décembre 1944 fournit un test sévère du bazooka dans des conditions hivernales. Les interviews de combat de la 99e division d'infanterie menées immédiatement après la bataille documentèrent de nombreux engagements au bazooka. Le sergent-chef Donald Bracken, 394e Infantry Regiment,
rapporta avoir détruit un char Panther près de Rocherat le 17 décembre 1944. La roquette a touché le compartiment moteur arrière. Le char a pris feu et l'équipage l'a abandonné. La portée était d'environ 70 mètres. Le froid extrême créa des problèmes documentés. Les pannes de piles dans les modèles M1A, un encore en service, obligeaient les soldats à réchauffer les piles à l'intérieur de leur veste. La 2e division d'infanterie rapporta que le propergol de la roquette brûlait différemment dans des températures inférieures à 0, affectant la portée et la précision. Malgré ces défis, les registres du 18e corps aéroporté montrent que les bazookas détruisirent ou mirent hors de combat 89 véhicules blindés allemands pendant la bataille des Ardennes. L'un des emplois les plus remarquables du bazooka vint du major Charles Carpenter de la 4e division blindée. Comme documenté dans sa citation de la Silver Star et confirmé par de multiples témoins, Carpenter monta 6 bazookas M9 sur son avion d'observation L-4 Grasshopper. Son dossier de combat vérifié par les registres de la 4e division blindée, 20 septembre 1944, 2 chars Panther détruits près d'Aracourt. Octobre 1944, un Panzer IV détruit. Novembre 1944, 3 véhicules blindés détruits. L'avion de Carpenter, complet avec les supports pour les bazookas, fut découvert dans un musée autrichien en 2017 et a été restauré. Son innovation démontra la versatilité de l'arme au-delà de l'usage d'infanterie conventionnelle. Statistiques de production finale des registres de l'artillerie de l'US Army, production de bazooka, M1, 112 790 unités, M1A1, environ 60 000 unités, M9, 26 087 unités, M9A1, environ 277 800 unités, M18, aluminium, 500 unités. Total, 476 628 unités. Production de roquettes, 1942, 0. 2847 000, 1944, 8 566 000, 1945, 4 650 000. Total, 15 603 000. Coûts unitaires, 1945. Bazooka M1/M9, 19 à 25 $. Roquette M, 6 à 3, 8,85 $. Système complet, lanceur plus 10 roquettes, environ 110 $. Pour comparaison, selon les registres de production allemands, char Panzer IV, 103 000 Reichsmark, environ 41 000 $. Char Panther, 117 000 Reichsmarks, environ 47 000 $. Char Tiger 1, 250 000 Reichsmarks, environ 100 000 $. L'artillerie de l'US Army conduisit une analyse extensive de l'efficacité du bazooka en 1945. Leur conclusion ? Portée d'engagement moyenne, 70 mètres. Probabilité de toucher à 50 mètres, 85%. Probabilité de toucher à 100 mètres, 42%. Probabilité de toucher à 140 mètres, 18%. Pénétration de blindage, 89 à 102 mm avec la roquette M, 6 à 3. Analyse de la destruction de chars du théâtre européen d'après les registres de la Première Armée. Chars détruits par d'autres chars, 38%. Chars détruits par canon anti-chars, 31%. Chars détruits par avion, 14%. Chars détruits par bazooka, 12%. Chars détruits par mine, 5%. Ces statistiques sous-estiment probablement l'efficacité du bazooka, car de nombreux chars allemands étaient abandonnés quand ils étaient menacés par des équipes de roquettes plutôt qu'effectivement détruits. Les interrogatoires d'après-guerre d'officiers allemands, menés par l'US Strategic Bombing Survey, révélèrent des thèmes cohérents sur l'impact du bazooka. Le Feldmarschall Albert Kesselring, commandant allemand en Italie, déclara dans son interrogatoire que les lance-roquettes américains forcèrent des changements fondamentaux dans la doctrine tactique allemande. Les tactiques de vitesse et de choc qui avaient apporté la victoire en 1940 à 1941 furent annulées par la menace des armes anti-chars d'infanterie. Le général Heinz Guderian, dans ses écrits d'après-guerre, reconnut que la prolifération d'armes anti-chars d'infanterie comme le bazooka
invalida l'opération indépendante des blindés qui avait été centrale à la doctrine allemande. La menace du bazooka influença le développement des chars allemands à partir de 1943. Les registres de production de véhicules blindés allemands montrent ajout de jupes et de côtés blindés au modèle Panzer 3/4 à partir d'avril 1943. Application de la pâte Zimmerit à partir de septembre 1943. Blindage latéral accru sur le modèle Panther G. Développement de variantes de soutien d'infanterie avec un armement antipersonnel amélioré. Ces modifications ajoutèrent du poids et de la complexité aux véhicules allemands, réduisant leur avantage de mobilité, tandis que les chars américains restaient relativement simples et fiables. Les registres du pré-bail documentent la distribution de bazookas aux forces alliées. Union soviétique, 8000 unités. Royaume-Uni, 12 000 unités. Forces françaises libres, 15 000 unités. Forces nationalistes chinoises, 3 000 unités. Autres nations alliées, 23 628 unités. Les archives militaires soviétiques indiquent que l'armée rouge trouva le bazooka efficace, mais préféra ses propres fusils anti-chars et plus tard le RPG-2 développé partiellement à partir des principes du bazooka. Bien que moins médiatisés que l'usage européen, les bazookas s'avérèrent précieux dans le Pacifique. Les registres du Marine Corps de Saipan, juin-juillet 1944, montrent que les bazookas détruisirent 28 chars japonais et d'innombrables positions fortifiées. La versatilité de l'arme fut démontrée à travers divers types de roquettes, 6A3, standard anti-char, HEAT, M10, phosphore blanc, incendiaire, fumigène. 7e, A3, ronde d'entraînement. Les unités de marines apprécièrent particulièrement les roquettes au phosphore blanc pour nettoyer les complexes de grottes et détruire les bunkers japonais. À Iwo Jima, la 5e division marine utilisa 1847 roquettes de bazooka en 6 semaines de combat. La pertinence continue du bazooka fut prouvée en Corée quand les bazookas M9A1 initiaux se révélèrent inadéquats contre les chars T-34-75 en raison de munitions dégradées. Cependant, le développement rapide et le déploiement du M20 Super Bazooka avec sa roquette de 89 mm démontrèrent l'adaptabilité du système d'armes. Le rapport de combat du sergent Robert Bennett des Marines de Pusan en septembre 1950 déclara « Les nouveaux bazookas de 3,5 pouces ont arrêté net les T-34. Premier tir, première victime à 115 mètres. Le changement psychologique fut immédiat. Cette adaptation rapide, de l'identification du problème au déploiement de la solution en moins de 90 jours, démontra la flexibilité de la simple conception du bazooka. Le bazooka incarnait la philosophie industrielle américaine de la Seconde Guerre mondiale. L'analyse des méthodes de production révèle simplicité de fabrication. Toute usine avec un équipement de soudure basique pouvait produire des tubes. Aucun alliage spécial ou usinage de précision requis. Temps d'assemblage, 2,4 heures hommes par unité. Temps de formation pour les ouvriers d'assemblage, 2 jours. Efficacité de distribution. En 1944, chaque compagnie d'infanterie US avait 5 bazookas. Chaque bataillon d'infanterie avait 25 à 35 bazookas. Munitions facilement disponibles via les chaînes d'approvisionnement standard. Cela contrastait fortement avec la philosophie de production allemande qui mettait l'accent sur la supériorité technique plutôt que la quantité. La Wehrmacht se concentrait sur des armes complexes à haute performance, limitant la capacité de production et la maintenance sur le terrain. Les registres d'entraînement de l'US Army documentent l'impact du bazooka sur la doctrine d'infanterie. Pré-bazooka, 1941, entraînement anti-char de l'infanterie axé sur les fusils anti-chars, inefficaces contre les chars moyens. Grenade anti-char, attaque suicide à courte portée, cocktail Molotov, mesure désespérée. Post-bazooka, 1943 à 1945. Chaque soldat d'infanterie formé à l'opération du bazooka, cours basique de 2 heures. Tactique de chasse aux chars, défense anti-char coordonnée.
La transformation psychologique fut documentée dans les rapports de l'école d'infanterie. Le bazooka a donné aux soldats d'infanterie confiance contre les blindés. La panique antérieure face aux chars a été remplacée par une chasse agressive aux chars. Les unités de combat développèrent des tactiques innovantes de bazooka documentées dans les rapports après action. Combat urbain, 3e division d'infanterie, Italie. Équipe de 2 hommes opérant depuis les étages supérieurs, ciblant les blocs de vision des chars et les anneaux de tourelles. Percement de souris à travers les bâtiments. Combat en bocage, 29e division d'infanterie, Normandie. Position dissimulée dans les haies. Ciblage du blindage latéral et arrière. Embuscade coordonnée multi-équipe. Guerre hivernale, 9e division d'infanterie. Réchauffement des roquettes à l'intérieur des vêtements. Camouflage dans la neige pour l'approche, ciblage des compartiments moteurs pour les incendies, analyse de rentabilité de l'artillerie de l'armée. Pour détruire un char allemand, en utilisant des chars, moyenne de 2,5 Sherman perdus par char allemand détruit, environ 187 500 $ en perte de char. En utilisant des canons anti-chars, coût du canon et de la formation de l'équipage, environ 45 000 $. En utilisant des avions, incluant les pertes d'avions et les munitions, environ 85 000 $. En utilisant des bazookas, moyenne de 5 roquettes et perte occasionnelle de lanceurs, environ 50 $. Cet avantage de coût de 1000 à 1 rendit le bazooka économiquement révolutionnaire. Pour le prix d'un char Sherman, 75 000 $, l'armée pouvait acheter 3000 bazookas et 20 000 roquettes. Le principe du bazooka, des armes anti-chars simples et portables, devint universel dans la doctrine militaire. Descendant direct, 72e Law, Light Anti-Tank Weapon, A4 Anti-Tank Weapon, Carl Gustav Recoilless Rifle, série soviétique RPG. Plus de 40 nations produisirent des variantes ou copies du bazooka. Le concept fondamental de donner à l'infanterie une capacité anti-char portable reste central à l'organisation militaire mondiale. Le musée allemand des chars à Münster inclut un affichage permanent sur les armes anti-chars présentant le bazooka américain. Leur plaque officielle déclare « Le lance-roquette américain M1 bazooka révolutionna la guerre anti-char ». Simple, bon marché et efficace. Il pouvait être utilisé par n'importe quel soldat avec un entraînement minimal. Les forces allemandes capturèrent des exemplaires en Tunisie en 1943 et reconnurent immédiatement son potentiel, développant le Panzerschreck en réponse. À la fin de la guerre, la présence de bazookas dans chaque unité américaine avait neutralisé la supériorité blindée allemande. Le bazooka subit une amélioration continue basée sur les retours de combat. M1, juin 1942. Version originale, allumage par pile, 112 790 produits. M1A1, juin 1943. Tube renforcé, contact amélioré, environ 60 000 produits. M9, octobre 1943. Conception en 2 pièces, allumage magnéto, 26 087 produits. M9A1, juin 1944. Mire optique, couplage amélioré, environ 277 800 produits. M18, avril 1945. Construction en aluminium, 500 produits avant la fin de la guerre. Le développement des roquettes suivit l'amélioration du lanceur, 6e nez pointu, 76 mm de pénétration, 6 à 3, nez émoussé empêchant la déviation, 102 mm de pénétration, M10, tête militaire au phosphore blanc, 7e, à 3, ronde d'entraînement. L'étude complète de 1962 de l'US Army Military History Institute conclut: aucune arme unique n'a plus changé la dynamique du champ de bataille que le lance-roquette M9 bazooka. Il a démocratisé la guerre anti-char, donnant à chaque unité d'infanterie la capacité de vaincre les blindés. Le développement par les Allemands de leurs propres armes roquettes en réponse a validé le concept.
En termes de rentabilité, d'impact tactique et de signification stratégique, le bazooka se classe parmi les armes les plus importantes de la Seconde Guerre mondiale. L'analyse des registres opérationnels allemands révèle l'effet stratégique du bazooka pré-bazooka, 1940 à 1942. Les blindés allemands opéraient indépendamment avec confiance. L'infanterie fuyait devant les chars approchants, les tactiques de percée et d'exploitation réussissaient. Post-bazooka, 1943 à 1945. Les blindés nécessitaient un soutien d'infanterie constant. Chaque bâtiment et haie devenait un site d'embuscade potentiel. Les opérations de percée devenaient coûteuses et lentes. Ce changement opérationnel, documenté dans les journaux de guerre de la Wehrmacht, altéra fondamentalement la dynamique du champ de bataille européen. La production du bazooka représenta la capacité industrielle américaine. Production de pointe, mars 1945. 42 000 lanceurs produits, 540 000 roquettes produites, 237 sous-traitants impliqués, 34 États avec des installations de production. Ce modèle de production distribuée rendit la chaîne d'approvisionnement résiliente. Aucun raid de bombardement ou sabotage unique ne pouvait impacter significativement la disponibilité du bazooka, contrairement à la production allemande concentrée dans des installations vulnérables. La simplicité du bazooka permit son adoption généralisée. Les registres d'entraînement montrent, le soldat moyen atteignait la compétence de base en 2 heures. La compétence au combat typiquement atteinte après 5 rondes d'entraînement. Aucune exigence physique spéciale, contrairement aux fusils anti-chars. Utilisation efficace par des soldats de toutes origines. Cette démocratisation de la capacité anti-char signifiait que n'importe quelle escouade d'infanterie pouvait engager des blindés, changeant fondamentalement la dynamique du champ de bataille. Comparer les armes anti-chars contemporaines révèle les avantages du bazooka. Britannique Piat, poids 15 kg contre 6,8 kg pour le bazooka. Portée 90 mètres contre 275 mètres pour le bazooka. Problème de fiabilité dans les conditions humides. Mécanisme à ressort complexe nécessitant de la force. Soviétique PTRD anti-tank rifle, poids 17 kg. Efficacité limitée contre les chars moyens. Recul sévère nécessitant des soldats robustes. Tir unique nécessitant un tir de précision. Allemand Panzerfaust, arme jetable à usage unique. Très courte portée, 30 à 60 mètres. Aucun système de visée. Zone de souffle arrière dangereuse. Le bazooka offrait la meilleure combinaison de portabilité, d'efficacité, de portée et de réutilisabilité. L'impact stratégique du bazooka s'étendit au-delà de l'emploi tactique. Structure des forces, permit des divisions d'infanterie plus légères et mobiles. Logistique. Approvisionnement en munitions simples comparé aux canons anti-chars. Formation. Conversion rapide de civils en chasseurs de chars. Psychologie. Transforma l'infanterie de victimes en chasseurs. Économie. Avantage de coûts massifs sur les armes anti-chars traditionnelles. Ces facteurs combinés donnèrent aux forces américaines un avantage significatif dans les opérations interarmes. Le bazooka réussit grâce à la simplicité plutôt qu'à la sophistication. Alors que l'Allemagne développait des armes techniquement supérieures, la capacité de l'Amérique à produire en masse et à distribuer largement une technologie suffisamment bonne s'avéra décisive. À la fin de la guerre, pratiquement chaque escouade d'infanterie américaine possédait une capacité anti-char. Cette prolifération de la puissance de feu au niveau tactique le plus bas exemplifia la doctrine militaire américaine. Faire confiance aux soldats citoyens avec des armes puissantes et la formation pour les utiliser efficacement. Les Allemands étaient entrés dans la Seconde Guerre mondiale avec les forces blindées les plus puissantes du monde, leurs chars dominant les champs de bataille de la Pologne à la France. Ils furent finalement vaincus en partie par des adolescents américains portant des tubes d'acier qui coûtaient moins cher qu'une bicyclette. Le bazooka prouva que dans la guerre industrielle moderne, la capacité à produire en masse et à distribuer des armes simples et efficaces pouvait surmonter la supériorité technique. Il démontra que l'innovation ne nécessitait pas la complexité. Parfois, la meilleure solution était la plus simple qui pouvait être fabriquée par milliers.
Le développement du bazooka, du tube improvisé d'Edward Hull avec des mires de cintre à une arme qui aida à vaincre l'Allemagne nazie, représente la démocratie industrielle américaine à son meilleur. En seulement 3 ans, de mai 1942 à mai 1945, les usines américaines produisirent 476 628 bazookas et plus de 15 millions de roquettes, altérant fondamentalement la nature du combat terrestre. L'impact de l'arme fut à la fois physique et psychologique. Physiquement, il donna à l'infanterie le pouvoir de détruire les chars à des portées de combat pratiques. Psychologiquement, il transforma les soldats de victimes potentielles en chasseurs actifs. Les forces blindées allemandes, qui avaient révolutionné la guerre avec les tactiques de Blitzkrieg, se retrouvèrent ralenties au point de ramper par la menace des équipes de roquettes cachées dans chaque bâtiment, haies et tas de gravats. Le bazooka réussit non pas grâce à la sophistication technique, mais grâce à la simplicité pratique. Il pouvait être fabriqué rapidement, distribué largement et utilisé efficacement par n'importe quel soldat avec un entraînement minimal. Cette combinaison de simplicité, d'efficacité et de production de masse incarnait l'approche américaine de la guerre. Submerger l'ennemi par la puissance industrielle plutôt que par la seule brillance tactique. Aujourd'hui, chaque armée dans le monde équipe son infanterie avec des armes anti-chars portables, descendant direct du principe du bazooka. Le concept fondamental, donner aux soldats individuels le pouvoir de vaincre les véhicules blindés, reste aussi pertinent maintenant qu'il l'était quand le lieutenant Edward Hull tira cette première roquette de son lanceur improvisé à Aberdeen Proving Ground en 1942. Le bazooka était plus qu'une arme, c'était la démocratie rendue manifeste en acier et explosif. Il prouva que des travailleurs libres dans des usines américaines pouvaient produire des armes simples en telle quantité qu'elles submergeraient les produits de l'ingénierie allemande. Il valida la foi américaine dans le soldat citoyen, faisant confiance à des hommes ordinaires avec une puissance de feu extraordinaire. Les Allemands furent choqués de découvrir que leur vantée force blindée pouvait être arrêtée par un simple tube qui coûtait moins qu'une semaine de salaire d'un ouvrier d'usine. Mais ce choc révéla une vérité fondamentale sur la guerre moderne, dans un conflit industriel. La nation qui peut produire le plus d'armes et les distribuer le plus largement prévaudra sur la nation qui produit les meilleures armes en quantité limitée. Le bazooka était, selon les mots inscrits à l'ancien US Army Ordnance Museum, la preuve que l'ingéniosité américaine et la production de masse pouvaient triompher de la complexité et du savoir-faire artisanal. Des plages de Normandie aux montagnes d'Italie, des haies de France aux forêts des Ardennes, le bazooka donna aux soldats américains l'outil dont ils avaient besoin pour tenir tête aux blindés allemands. Ce simple tube, né de ferraille et de fils de cintre, aida à écrire le chapitre final du Troisième Reich, une roquette à la fois.